Salut, ça va? Ça va et toi? Bah, très bien, ça fait plaisir de te voir un peu. Après Tu es c'est... bien bas. Oui, bah je suis pas très grand, mais ça c'est... Voilà. Tu peux pas faire autrement? Tu me vois pas bien là? Bah non, mais c'est pas ça, c'est voilà, c'est mieux là. Parce que Ok. sinon, tu sais que je te jure, ça faisait. Ah ouais? Ça faisait que. Ah ok, Genre. ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Non mais déjà, oui, c'est sûr que ça aidait pas ma taille, mais bon, là si je faisais ça, ça va pas aider. Ok, très bien. Bon, comment te sens-tu en cette période de bull run finalement? Déjà pour commencer, comment ça va? Mais ça y est, là, on est en live là? Oui, oui, on est en live. J'ai lancé, du coup, on est sur YouTube et sur Twitch en même temps. Ok, ok, Voilà. ok, super. Pas besoin que je me présente, on y va Non, non, mais direct. c'est juste une petite question pour commencer. Après, je vais te Ok, demander de te présenter, mais c'est juste là, comment tu vas, comment ça va, quoi. ça va. Ça va très bien. Beaucoup, beaucoup de boulot en ce moment. Mhm. Et comme si ça suffisait pas, je me rajoute toujours 10 000 trucs en plus. Mais ça va, non, ça peut caler, mais même pas tant par rapport au wallet, tu vois, par rapport à Ouais. l'activité, par rapport à l'actualité, par rapport à tout ça. En fait, c'est hyper, hyper passionnant ce qui se passe en ce moment. Donc, non, c'est cool. Ok, bah trop bien. Et toi, Bah moi tout va ça va bien? très bien. C'est vrai que du coup je me suis quand même un peu éloigné enfin, des marchés entre guillemets, même si là ça m'a redonné envie de on va dire un peu me réintéresser. Enfin c'est normal, hein. On va dire j'ai un peu remis les yeux dans les graphiques. Mais c'est vrai que moi je pense aussi toutes les convictions et toutes les choses qu'on voulait avoir commencent un peu aujourd'hui à arriver. Donc en fait, on peut que être heureux, même pas que d'un point de vue wallet, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est assez cool. Donc voilà, voilà. Et non, mais du coup, ouais, je vais te poser la première question, mais pour un peu, on va dire, moi je te connais, mais pour que tu puisses te présenter un peu plus, euh, qui es-tu, Jérémy ou GRM sur les réseaux? Et qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que je sais que tu as beaucoup de casquettes, donc voilà, si tu peux te présenter un peu plus. Ouais, bah, complètement. Bah, en fait, en gros, moi, je suis dans l'écosystème depuis 2017. Mhm, J'ai commencé d'abord en tant que fondateur. J'ai fondé une des premières boîtes crypto régulées en France, mhm. qui s'appelait Kepler, qui permettait à l'époque d'acheter des cryptos dans les bureaux de tabac. Ok. Une aventure très early à l'époque où la réglementation c'était vraiment le Far West, mais on avait réussi à faire des choses sympas. On était monté jusqu'à 200 000 points de vente dans toute l'Europe. On pouvait acheter des cryptos en cash dans des commerces de proximité, etc. Donc une très belle aventure. On a été enregistré à l'AMF en tant que PSAN. Et puis Mhm, ensuite, la réglementation étant devenue très, 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 très exigeante et très coûteuse, en fait, mhm. c'était devenu très compliqué de continuer l'exploitation de l'entreprise, que j'ai quitté en 2020 pour me plonger dans un nouveau projet, un projet de gaming Web3 multi-chain qui s'appelait Nerd Games Mhm. et qui permettait eh bien, à des communautés de joueurs qui venaient de 4 blockchains différentes, donc BSC, Solana, Ethereum et Polygon, de pouvoir se retrouver au sein de compétitions de jeux, donc des mini-jeux, des jeux plus complexes. Et on avait une équipe de développeurs de jeux vidéo et avec lesquels on a fait des partenariats avec des très grosses marques. On a travaillé avec Nike, on a travaillé avec Gucci, on a travaillé avec Louis Ok. Vuitton et on crée des événements gamifiés, disons. C'est là aussi une expérience qui était très enrichissante. En 2021, on a cherché à lever des fonds pour développer l'entreprise, puis le bear market est arrivé et malheureusement, les discussions se Ouais. sont interrompues et le projet n'a pas pu continuer. Et J'ai... puis à ce ouais. moment, ouais, vas-y. Non, non, mais j'ai juste une petite question sur deux choses que je voulais rebondir. Donc ça veut dire que tu as peut-être été un des premiers PSAN, on va dire, en France d'une certaine manière, ou pas, Un avec des, ta un, un première des, un des entreprise. premiers, un des premiers. Ouais, c'est-à-dire que Ok, concrètement, le PSAN est devenu obligatoire en décembre 2020 mhm, et nous, on a obtenu le PSAN en février, je crois. Donc, ouais, ok, on faisait partie des 10-15 premiers, parce qu'en fait, il y a eu une vague de PSAN au moment où c'était devenu obligatoire. Le mhm, premier, c'était CoinHouse, et ensuite, il y en a eu une dizaine, et nous, on l'a obtenu ouais, très vite. Donc, aujourd'hui, on a plus d'une centaine. Mais mhm. c'est vrai que oui, on peut dire ça. On a été parmi les premiers à avoir cet enregistrement PSAN, qui était à l'époque une épreuve très lourde. Et alors, par rapport à aujourd'hui, Mhm. c'était de la gnognotte. Ok, Donc, nous, on partait de rien. On partait du Far West où il n'y avait rien.
Et ensuite, il a fallu qu'on se mette en conformité, surtout que nous, on avait commencé en 2017-2018. Ok. Donc, il a fallu mettre en conformité tout ça. Mais aujourd'hui, passer le PSAN, qui s'appelle maintenant le PSAN renforcé, qui s'appelle maintenant l'agrément, enfin bref, maintenant, c'est Ouais. devenu encore plus compliqué. À l'époque, c'était déjà compliqué. Mais oui, effectivement, on a été parmi les premiers à obtenir cet enregistrement. Ok, très bien. Et pour la deuxième entreprise du coup que tu as fondée, si j'ai bien compris. Alors, du coup, tu as travaillé avec des grandes marques. Et est-ce que c'était une période justement où les grandes entreprises, elles, étaient vraiment intéressées du coup par l'écosystème blockchain, crypto, et il y avait vraiment voilà, de l'attraction de leur part ou pas? Oui. Voilà, c'est un peu une question que je me Oui, pose parce que. complètement, parce que c'était à l'époque de Decentraland, Sandbox, Mhm. etc. Et en fait, les marques à l'époque, ils achetaient des lands sur Sandbox et ils payaient des millions pour avoir des lands, tu vois. Donc, toutes ces marques-là Ouais, étaient intéressées. Elles le sont toujours. Après, il y a eu un ouais. moment donné, elles ont arrêté de s'y intéresser. Là, elles sont en train de revenir. Bon, mais effectivement, il y avait un attrait énorme de la part de fédérations sportives, de grandes marques de luxe, énormément. En fait, ils s'intéressaient à la notion de métaverse à l'époque, tu vois. C'était Ouais. vraiment le truc du moment. Nous, on faisait pas vraiment de métaverse, on faisait vraiment de la gamification. On Mhm. créait des mini-jeux, en fait. Mais c'est vrai il y a eu un attrait qui a été très, très intéressé là-dessus, ouais, complètement. Ok, super. Et du coup, après, vas-y, parce que je t'ai Bah, coupé, du donc coup, désolé, hein. oh, t'inquiète, t'inquiète, n'hésite pas. Du coup, concrètement, après ces deux expériences qui m'ont appris enfin, un niveau de connaissances et de compétences incommensurables, parce que moi j'ai commencé ma carrière dans la banque et dans l'assurance. Tu vois, Ok. pendant 8 ans, j'ai travaillé dans la banque et l'assurance. Donc voilà, pour moi c'était déjà une reconversion entre guillemets dans la crypto, mais j'ai appris énormément de choses et j'ai surtout compris le potentiel du secteur. Mais avec ces deux expériences qui ont finalement échoué, on peut le dire, hein, parce que finalement on n'a pas réussi à faire exactement ce qu'on voulait. J'en ai eu clairement marre des associés et des salariés. Je te la fais courte. Ok. J'ai eu envie de travailler seul et de dépendre que de moi. Et voilà. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de me lancer dans le consulting blockchain. C'est Mhm. mon métier aujourd'hui d'accompagner des projets dans leur stratégie business, marketing, commercial, etc. Mhm. Euh, et puis ensuite, je me suis plongé sur Twitter. Ok. Je l'utilisais en tant qu'outil marketing pour mes entreprises, Mhm. mais à titre personnel, j'avais pas de compte, j'étais pas actif et je me suis lancé. C'est là où tu m'as un peu connu au Oui. début, c'est là où je suis arrivé. Et puis j'ai décidé de me le plonger dans un écosystème qui était très francophone à l'époque et que j'appréciais beaucoup, qui était donc Elrond, qui est devenu Mhm. depuis Multiversix. Et puis avec les mois, je suis devenu on va dire un des créateurs de contenu importants Mhm. de la communauté. Et j'ai également été un des advisors les plus présents dans l'écosystème. Mhm. C'est pour ça que je me suis fait un petit nom sur cette blockchain au départ. Donc consultant, créateur de contenu, et puis une nouvelle casquette de podcaster, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. En fait, je faisais des Twitter Space à l'époque, Ouais. où tous les mercredis, je crois que tu étais venu Oui, d'ailleurs oui, à on s'est l'époque, déjà vu là-dedans, ouais. C'est vrai, à l'époque. on recevait les projets pour des amas, Mhm. où en fait on recevait des projets et puis on leur posait toutes les questions possibles et imaginables pour essayer de comprendre un peu leur stratégie, leur potentiel, etc. Et la communauté pouvait aussi poser ces questions. On a fait ça pendant 1 an et demi avec le podcast s'appelait XNFT Mhm. Space. On faisait ça avec deux copains. Et puis en 2022, attends, non, en 2023, Mhm. j'ai quitté ce podcast-là et j'ai créé le mien, on va dire, qui s'appelait à l'époque GM MVX, où Mhm. là, ça devenait plus une émission plus régulière sur des sujets d'actualité avec toujours des interviews, mais c'était pas des interviews, enfin, c'était pas des amas, c'était plus complet, on va dire. Ouais. Mais au début, c'était rien, c'était 1 heure par semaine. Et puis après, ça a été 2 heures par semaine. Et puis maintenant, c'est 4 émissions Bah, et 12 heures par semaine. moi, c'est vrai Voilà. que j'ai l'impression, quand je suis sur Twitter, il y a toujours une émission de GM. Non, mais c'est assez Ouais. impressionnant de voir, voilà, aujourd'hui, tu as vraiment construit ça, où tu es toujours avec, voilà, entouré soit de spécialistes dans des domaines. Je sais que tu as aussi un Arnaud Toiti, tout ce qui va être, on va dire, Ouais. enfin, fiscalité réglementaire. Tu as aussi, voilà, des personnes qui lancent des projets autour du Web3. Donc c'est assez complet et tu as vraiment structuré ça. J'imagine que ça doit te prendre quand même pas mal de temps, mais au moins, tu as vraiment quelque chose de complet, quoi, sur. L'idée,
l'idée, clairement, en fait, ça s'est fait de façon très itérative, vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, vraiment, c'était 1 heure le vendredi matin. Mhm. Ensuite, le problème, c'est qu'il y avait tellement de sujets qu'on s'est dit, tiens, viens, on va mettre une revue de presse. Hop, une demi-heure de plus. Et après, on s'est dit, bah tiens, on va faire donc l'invité, comme d'hab, mais on Mhm. va rajouter aussi une petite chronique, un débat, une discussion, un sujet. Et donc, on arrive à 2 heures, 2 heures et demie. Et puis après, je me dis, bon, les gars, mais vraiment, ça se passe comme ça. Je dis, bon, les gars, viens, on fait 2 émissions par semaine, comme ça, elles durent un peu moins longtemps. Ouais. On ne s'est pas du tout passé comme ça. On a fait 2 émissions, elles duraient tout aussi longtemps. Et après, on en a fait 3. Et en fait, ça s'est fait vraiment très progressivement. Et depuis, le podcast a changé de nom aussi en septembre, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Ça s'appelle GM Web 3. L'idée, c'était de sortir de Multiversix, même si on a toujours évidemment voilà, une appétence pour cette communauté. Mais aujourd'hui, c'est devenu une émission complètement cross-chain, Mhm. dans laquelle on parle de l'actualité en général. On reçoit les acteurs de l'écosystème. Typiquement, le mardi, on avait Claire Balva. Demain, on reçoit, après-demain, on reçoit Dimitri de Veiga Management. Et c'est celui qui gère la chaîne YouTube de Asher depuis ses Ouais. débuts. Et puis, on a reçu... en vrai, je pourrais pas du tout citer tout le monde, mais en gros, part du principe qu'on a reçu tout le monde et qu'on va recevoir tout le monde. Et maintenant, ouais, tu as raison, j'ai la chance d'avoir des chroniqueurs, 4-5 chroniqueurs qui viennent animer des chroniques régulièrement sur la tech, sur l'art, sur la réglementation, sur la culture, sur des sujets très divers. J'ai une équipe de chroniqueurs qui sont avec moi au quotidien Mhm. et qui se relaient un peu. J'exagère, mais c'est un peu entre, tu vois, genre une émission de radio Ouais. autour du football, TPMP avec des chroniqueurs. Mais en fait, je m'inspire vraiment de ces modèles-là que je trouve hyper Ok. divertissants et hyper cool. Et on arrive effectivement à faire des trucs qui maintenant me plaisent vraiment énormément, quoi. On arrive à ratisser très large et à apporter un contenu surtout qui est un peu différent, puisqu'on ne parle pas de meme coin, on ne parle pas de trading, on ne parle pas de prix, on vend pas des projets, on reçoit des Bah, personnes qui viennent nous raconter leur parcours. Donc ça, c'est un peu notre différence. Ouais. c'est vrai que là où je trouve qu'il y avait un manque dans l'écosystème français, c'est vraiment sur cet aspect, ok, on parle de crypto, mais on peut parler aussi des projets blockchain qui n'ont pas forcément en fait de crypto déjà premièrement, et qui ont vraiment voilà, quelque chose à apporter dans l'industrie aujourd'hui. Alors moi je dis ça parce que ça me touche particulièrement, parce que j'ai pu travailler sur des notions par exemple de signature électronique blockchain, qui sont des outils qui peuvent vraiment solutionner certains problèmes. Et pourtant, on n'a pas de crypto derrière et on n'en parle pas. Donc c'est vrai que c'est un aspect que, en fait, si on n'est pas intéressé de base, on est dans l'écosystème, on va pas forcément connaître. Donc pour ça, c'est vrai que je trouve ça assez pertinent en tout cas. Typiquement, on a fait des tables rondes sur la blockchain dans les pays émergents. Mm, Hier, j'étais en call avec un mec qui est notaire et qui s'intéresse à l'infrastructure blockchain pour son mm, activité. On va le recevoir dans l'émission. On reçoit des personnes qui publient des livres. mm. On parle de la réglementation, on parle de l'actualité. On reçoit des spécialistes des États-Unis de la politique. On a reçu aussi des députés. On reçoit Ouais. des créateurs de contenu de talent. On reçoit des chefs d'entreprise, des fondateurs Mm, essentiellement. bien sûr. Effectivement, tu as raison. À aucun moment les personnes viennent vendre leur projet. Ils ont compris que Ouais. c'est pas l'endroit pour ça. Ils nous parlent de eux, de leur parcours, de leur vision. On parle évidemment de leur activité. Mhm. Et comment ça fonctionne, mais en aucun cas et jamais, et ça n'arrivera jamais, on fait venir un mec qui va nous chill son coin. Il y a plein d'endroits pour faire ça et c'est très bien et pourquoi pas. Nous, c'est vrai qu'on préfère effectivement un contenu plutôt froid, sauf la Mm. revue de presse où là on est clairement dans l'actualité, Ouais. donc ça c'est très chaud et c'est quotidien quoi. Et juste une question, parce que c'est vrai que nous, la majorité des gens qui regardent, que ce soit en live ou même en rediffusion, c'est des gens qui sont en général débutants sur les aspects de la crypto ou ce genre de choses. Est-ce que tes émissions, elles sont, je veux dire, facilement compréhensibles, peut-être pas toutes, pour ce type de personnes qui ont juste envie de découvrir justement qu'est-ce que c'est la blockchain ou comment elle peut être utilisée aujourd'hui dans certains cas concrets, quoi. Voilà. Alors, non, non, mais c'est tout l'objectif. Mm, Alors, en fait, comme il y a plusieurs parties, je vais te faire une réponse en 3 parties. Il y a la revue de presse,
où là, pour le coup, on essaye vraiment de la rendre accessible à tout le monde. En fait, on prend une news Mhm. et derrière, on va l'analyser avec les copains. On va la contextualiser, on va essayer de comprendre, on va essayer potentiellement de voir quels peuvent être les impacts. Et on va parler de l'actualité politique aux États-Unis, on va parler de l'actualité en France, des entreprises, des institutionnels, on va parler des grosses avancées majeures des blockchains, mais on parlera jamais, tiens, il y a ce token qui est sorti, etc. Bon. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Après, tu as l'interview. L'interview, ça dépend du domaine de compétences de l'interviewé. Par exemple, Claire Balva, mardi, pour donner un exemple, qui est une personnalité incontournable de l'écosystème et qui est aujourd'hui vice-présidente de Deblock, qui est une néobanque crypto, mais pas seulement, mais néobanque, donc euro, mais aussi crypto. Avec elle, on va parler de tout son parcours depuis 2015. Donc, c'est hyper intéressant de voir quelqu'un qui était là depuis très longtemps, mais aussi elle va nous parler des enjeux de fonder une néobanque au niveau réglementaire, au niveau du coût, au niveau du business model, au niveau de ses éléments différenciants par rapport à la concurrence. Et puis, on va pouvoir aussi bien recevoir un techos qui va venir nous expliquer peut-être les fondamentaux. On a fait une table ronde la dernière fois sur les L2 Bitcoin. Là, pour le coup, le niveau est un peu plus élevé. Bien sûr. Mais il y en a pour tous les goûts. Et puis après, tu as les chroniques. Donc là, sur la réglementation, notamment, là, c'est pareil, c'est accessible à tout le monde qui s'intéresse un minimum, évidemment, à la réglementation liée aux actifs numériques et à l'intelligence artificielle, puisque les deux sont assez liés. Mais quand on va faire une chronique sur, par exemple, hier, mardi matin, on a reçu Samuel Séné, qui est une personnalité formidable. C'est un artiste, chef d'orchestre, producteur musical à Disneyland Paris, fondateur d'un projet qui s'appelle The Crypt. Pendant une demi-heure, il nous a expliqué les relations entre la cryptographie et la musique. Ah oui, ok. Tu vois? Et en fait, il nous explique que parfois, il y a des mecs, ils ont utilisé les partitions pour les crypter, pour faire passer des messages. Et tout ça pendant une demi-heure pour à la fin nous expliquer que les NFT vont finalement révolutionner le monde de la musique et de l'art par plein de manières différentes. Et donc, en fait, on essaye que tout le monde trouve un peu à manger. Et puis, il y a l'émission en live. Elle dure 2 heures, 2 heures et demie, donc voilà, il faut avoir un petit peu de temps. Et puis ensuite, tu peux le regarder en replay, et puis tu regardes la partie qui t'intéresse. On découpe en général les parties. Il y a un timestamp qui te permet d'aller à la partie qui t'intéresse. Donc oui, c'est accessible à tout le monde, mais tout dépend évidemment des centres d'intérêt de chacun. Dans l'émission, ça se trouve, il n'y a qu'une demi-heure qui va t'intéresser, et le reste, tu t'en tapes, et c'est trop cool. Mais c'est important, comme tu dis, sur l'aspect replay, parce que moi, je sais que c'est toujours compliqué aussi d'avoir une heure où les gens. Oui, voilà. De 10h à midi, 13h. Donc, c'est un horaire qui n'est pas forcément adapté à tout le monde. Mais typiquement, notre audience, ils nous écoutent au travail. Ils mettent les écouteurs, puis ils bossent en même temps et ils nous écoutent. Mais beaucoup ils nous écoutent en replay sur YouTube. Ils peuvent aussi regarder sur les plateformes de podcast. Ils peuvent écouter quand ils veulent. Donc, c'est assez accessible. Ok, super. Bon, du coup, on va peut-être passer un peu plus sur l'actu, un peu crypto et au moins, du coup, l'aspect, on va dire, institutionnel et gouvernemental. Moi, juste une petite question déjà à te poser. Est-ce que tu pensais que l'élection américaine aurait évidemment un impact sur le secteur, mais est-ce qu'elle aurait autant d'impact que ce qui s'est passé dans les derniers mois? Et après, je te repose une autre question, on pourra après aller un peu plus loin, mais voilà. Bien sûr. Alors déjà, cette élection, moi, je la suis depuis, 1 an environ. Ok. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, il y a plusieurs sujets. Premier sujet, est-ce que Trump va être élu? Parce que, évidemment, tous les médias nous ont vendu comme un grossier personnage qui ne passerait jamais parce que c'est un vieil homme blanc, grossier, de droite. Bon, voilà, je simplifie. Et en face, il avait une femme jeune, plutôt jolie, métissée, de gauche. Et donc voilà. Donc pour le coup, quiconque qui regardait BFM pensait qu'il n'allait pas passer, déjà. Moi, c'est vrai que pour le coup, sachant que je regarde peu BFM, j'étais quasiment sûr qu'il allait passer. Parce que aux États-Unis, sur Twitter, sur certains médias alternatifs, on voyait bien quels étaient les ressorts de cette élection, qui étaient des ressorts identitaires, des ressorts de liberté, des ressorts, pour certains, anti-woke. Et donc, politiquement, il répondait davantage aux enjeux des Américains, alors que Kamala Harris répondait davantage aux enjeux de certaines communautés. Donc déjà, moi, je me rappelle, j'ai fait une interview dans Blox il y a quelques mois où on a parlé de ce sujet-là. Et moi, j'ai dit,
voilà, déjà, première chose, est-ce qu'il va être élu? Moi, je pense que oui, mais bon, entre-temps, voilà, le battage médiatique n'a pas aidé. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est sur les positions pro-crypto de Donald Trump. On va dire que tout a commencé aux alentours de juin-juillet, mais l'apothéose, c'est quand il a fait sa déclaration à Nashville lors de la conférence Bitcoin, qui est la conférence annuelle de Bitcoin, dans laquelle, en général, tu retrouves les OG de Bitcoin, les très grosses whales, les très gros projets. Vraiment, c'est un rassemblement autour de Bitcoin. Et Donald Trump a décidé d'y aller. Et que sur scène, il a annoncé quelques mesures ultra bullish pour Bitcoin. On y reviendra si tu veux, mais en gros, c'est constitution d'une réserve stratégique pour Bitcoin. Ouais. On reviendra là-dessus, ouais. En tout cas, bullish de malade. Et à ce moment-là, on se dit tous la même chose. Les promesses de campagne n'engagent que ceux qui les croient. Moi, j'ai 36 ans, bientôt 37. J'ai vu des élections depuis au moins Sarkozy, et j'en ai vu à l'étranger, etc. Et c'est vrai qu'entre les promesses et la réalité, parfois, il y a un gap. Donc, les deux questions qu'on se posait, là, je te fais un vrai rétro-planning, hein, pas à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui. À ce moment-là, on se dit, soit c'est juste électoral, parce qu'il y a des financements à aller chercher dans l'industrie crypto, parce qu'on sait qu'il y a 80 millions d'Américains qui s'intéressent au sujet crypto, soit parce qu'ils en détiennent, soit parce qu'ils ont déjà utilisé. Bon, c'est à peu près 80 millions sur 330 millions d'habitants, donc c'est un corps électoral important. Et on se dit, soit c'est que électoral, et en fait, il va rien faire, c'est juste pour gagner des voix, juste pour financer sa campagne, tout ça, tout ça. Soit il y a une vraie conviction sur ce sujet crypto. Et l'idée, c'est qu'en 2018, Donald Trump, à l'époque, avait tenu des positions très anti-crypto. Oui, il avait dit pour lui, c'est un concurrent du dollar, j'y crois pas, c'est une escroquerie, tout ça. Bon. Moi, personnellement, parce que tu me poses la question, moi, je voyais quand même pas mal de faisceaux d'indices. Sa famille, ses fils sont très pro-crypto. Ça, on le sait. Il est entouré dans son équipe de campagne, notamment son vice-président J.D. Vance et d'autres, qui, eux, sont aussi pro-crypto, littéralement. Il s'est ensuite entouré d'Elon Musk, lui aussi, on le sait, ouvertement pro-crypto. Donc, quand tout ça se met en place, en fait, je me dis, si même lui, à un moment donné, il en a peut-être marre du sujet crypto, peut-être à un moment donné, il va en avoir marre, il va s'intéresser plus à l'immigration, aux enjeux géopolitiques, aux droits de douane. Ben, en vrai, autour de lui, les gens vont lui dire, oh. Oui, t'en as parlé. Donc, ouais. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai toujours été bullish dès lors que j'ai su qu'il avait une chance de gagner. Et là, les récents événements, on y reviendra si tu veux, pour l'instant, même s'il ne sera investi que le 20 janvier, donc pour l'instant, il a juste nommé les 4000 personnes qui vont constituer son administration, il a fait des déclarations, il a monté le Doge avec Musk, mais pour l'instant, il n'est pas investi. Ouais. Mais pour l'instant, ça nous donne raison. On verra. C'est sûr. Parce que moi aussi, j'avais un biais qui me disait, oui, nous, en tant que Français dans la crypto, on voit tous les comptes médias français qui parlent des annonces de Donald Trump envers la crypto, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment si on prend des comptes qui parlent tout simplement des annonces de Donald Trump? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Et c'est justement là où moi j'avais du mal, entre guillemets, à me positionner sur comment nous on voit la chose en tant que... C'est une très bonne question. Français. Et en fait, je l'ai posé à des spécialistes de la politique américaine. Et la question, je l'ai posée plusieurs fois dans l'émission. Et la question était très simple, c'est est-ce que nous, on a un biais cognitif de par notre feed où on a l'impression qu'en fait, c'est hyper important, ou est-ce que c'est un vrai enjeu électoral majeur aux États-Unis? C'est ça. Eh bien, la réponse, au tout début de la campagne, on me disait, non, mais il y a une chambre d'écho qui fait qu'en fait, il n'y a pas tant de poids que ça. Et à mesure que la campagne a évolué, les enjeux liés à la souveraineté et à la liberté ont pris une ampleur colossale. Souveraineté, détenir du Bitcoin, c'est de la souveraineté pour le retail, mais aussi pour les institutionnels. Liberté, avec Elon Musk, la liberté de la presse, la liberté de parole, la liberté d'expression sur Twitter, etc. Et ça aussi, c'est la liberté fondamentale aux États-Unis, liberté de faire des transactions, liberté de correspondance, liberté. Donc, toutes ces choses-là qui sont liées au libéralisme, voire au libertarisme, petit à petit, ça a changé. Et là, on a commencé à me dire, si, il y a un vrai truc aux États-Unis. Et donc, ça a évolué. Mais au début, c'est vrai que certains se disaient, ouais, les gars, vous voyez ce que vous avez envie de voir.
Oui, voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait se demander. Et du coup, sur les mesures, du coup, qui ont été dites et donc pas encore faites, d'une certaine manière, même si du coup, il y a quand même eu un représentant nommé pour tous les sujets crypto, IA, c'est quand même pas rien. Euh, on va dire, moi je parle surtout par exemple de la réserve stratégique. Toi, ton avis, c'est que ça va vraiment être, on va dire, je suis le premier à le faire. Du coup, les pays, évidemment qu'il y a déjà des pays qui le font, mais je veux dire, les pays, on va dire, plus puissants vont devoir suivre. Voilà, c'est quoi un peu ton avis sur les mesures en tout cas qu'il a dit? Est-ce que tu penses que ça va vraiment déclencher quelque chose ou voilà. Alors d'abord, il faut rappeler, on va les prendre une par Oui, une. oui, pardon, pardon, c'est vrai que j'ai pas trop Ah, listé les. mais ça va être intéressant. Là, on va prendre la principale, constituer une réserve stratégique en Bitcoin. Mhm, 1 million de Bitcoin sur 5 ans, 200 000 Bitcoins par an. Ça représente un budget qui a été estimé lors du dernier rapport au Sénat déposé par la sénatrice Cynthia Loomis. Typiquement, c'est une sénatrice sur Twitter, elle a les yeux laser. Donc, mhm. elle est pro-crypto à mort. Ça représente un budget de 76 milliards de dollars. D'abord, c'est quoi une réserve stratégique pour un pays? Une réserve stratégique pour un pays, c'est comme eh bien en France, on a une réserve stratégique avec de l'or, avec des bons du Trésor américain, avec de l'euro. Et en fait, ce stock de valeurs en différents types d'actifs, eh bien, c'est ce qui va servir à un État de pouvoir, face au marché, prouver sa solidité, sa solvabilité. Mhm. Typiquement, c'est pas du trading. La France, elle a un stock d'or, Oui, elle le trade pas. oui. Il est là et ça permet face au marché de se dire si ça fait défaut, s'il y a un problème, on sait qu'ils sont backés. Okay, donc ça, c'est réserve stratégique. Bitcoin, le projet, c'est de constituer cette réserve-là. C'est important de considérer que cette réserve stratégique, elle doit être bloquée. C'est un engagement vis-à-vis des marchés pendant une durée. Aux États-Unis, c'est 20 ans. Donc là aussi, il faut comprendre. Certains disent ouais, ils vont acheter du Bitcoin et puis ils vont nous donner pas la gueule. Non, c'est pas le Ouais. projet. Le but, c'est d'en accumuler une certaine quantité, 1% de la supply, 1 million sur 21 millions, mais sachant qu'il en reste que 19 parce qu'il y en a 3 qui ont été Et il y perdus. en a chez MicroStratégie. Et une micro-stratégie, on a. Donc ça, Mais- c'est de l'argent, enfin c'est du Bitcoin qu'ils vont Ouais, conserver bien sûr, bien pendant sûr. 20 ans. Mm. Donc déjà, c'est intéressant. Et en plus, là, le projet de loi vise pas seulement à acheter du Bitcoin, mais écoutez bien, à vendre de l'or pour acheter du Bitcoin. Donc il y a un Ouais. arbitrage entre l'or et le Bitcoin, c'est juste colossal. Mm. On ne se rend pas compte. L'or, c'est la réserve de valeur depuis 10 000 ans. Mm. Bitcoin a 16 ans. Voilà. Oui, oui. Alors, est-ce que ça va, et je réponds à ta question maintenant, est-ce que ça va créer un précédent et un exemple? Alors, tu as raison, ce n'est pas les premiers. Typiquement, on peut parler du Salvador qui ont acheté 300 Mm. millions de Bitcoin, 250 millions de dollars de Bitcoin. Aujourd'hui, ça fait 600 millions. Le mec, il a posté son wallet sur Oui, Instagram. oui. Il est, et il rigole à tous ceux qui se foutaient de lui à l'époque. Mais c'est pas le seul. Il y a des villes aussi qui ont investi stratégiquement une partie de leur trésorerie ou leur fonds de pension dans des cryptos. Il y a d'autres pays, etc. Et en vrai, on commence déjà à avoir depuis l'élection des candidats aux élections présidentielles, notamment en Pologne, pays européen, Mhm. au Suriname, donc évidemment pays d'Amérique latine, l'Argentine, Ouais. plein de pays de typologie assez différentes d'ailleurs, qui commencent à se dire, Hong Kong aussi, qui s'est positionné ouvertement, la Russie, hier ou avant-hier, Mm. on Ouais, j'ai a un vu. député qui propose à la Douma, à l'Assemblée nationale là-bas, de constituer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc évidemment, oui, ça crée un précédent. Et en fait, je pense que je finirai là-dessus. À partir du moment où les États-Unis décident que Bitcoin est une réserve de valeur, Mm. ça devient une réserve de valeur. Parce que les autres vont se dire, si les États-Unis backent leur économie avec du Bitcoin, on doit backer la nôtre avec du Bitcoin. De la même manière que le dollar est la monnaie de référence au niveau international, il Mhm. faut avoir du dollar. Eh bien, par définition, ça a rendu ce petit billet vert une monnaie de référence. Oui, évidemment que ça augure une adoption par les États qui succède à l'adoption par le retail, en particulier, l'adoption par les entreprises qui, avec MicroStratégie en fer de lance, accumulent de plus en plus de Bitcoin Mhm. dans leurs réserves, les institutionnels, typiquement BlackRock, Vanek, tous les hedge funds qui achètent du Bitcoin, alors pas en réserve stratégique, mais pour le compte de leurs clients. Ouais.
mais ça représente des montants astronomiques. Mhm. Et maintenant, ce sont les États. Donc, c'est juste dingue, parce que l'argent en question, quand il s'agit d'États, c'est Oui, c'est pas le énorme. même, c'est pas le Ah même non, mais chiffre. c'est énorme. Et c'est justement là où je voulais faire une petite transition, parce que voilà, on parle des États-Unis qui, eux, ont vraiment affirmé, pour l'instant en tout cas, être, on va dire, leader du secteur crypto. Enfin, en tout cas, c'est l'envie qu'ils ont. On a de l'autre côté aussi des pays, on va dire, alors je dis alliés, tu vas peut-être me reprendre, mais comme des pays qu'avec Milei, comme l'Argentine aussi, qui sont dans un libéralisme assez élevé. Alors, je sais pas, j'ai pas exactement les positions sur Bitcoin de Milei, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une espèce de, on va dire, il y a une vague quand même de libéralisme en ce moment. Et face à ça, nous, en France, la question, c'est, je sais qu'il y a des rumeurs, alors je sais pas si c'est des rumeurs, mais des envies de créer un fonds souverain pour pouvoir acheter justement de la crypto et même du Bitcoin en France. Euh, et je me demande si on va passer le pas, est-ce qu'on va rater le pas, est-ce que... En fait, le problème, c'est qu'aussi aujourd'hui, je sais qu'on a d'autres choses à gérer, entre guillemets, parce que politiquement, ça va pas forcément, mais voilà. Comment, toi, tu vois la réaction de la France, est-ce que tu... Voilà, globalement. J'ai compris. Alors, deux choses. D'abord, c'est intéressant quand tu parles de l'Amérique latine, de Milei, le nouveau président argentin, parce que déjà, ça permet de comprendre que Bitcoin répond à allez, au moins deux objectifs intéressants et complémentaires. Le premier, c'est comme les États-Unis, baquer son économie en tant que réserve de valeur, faire concurrence à l'or et surtout se positionner sur l'enjeu géopolitique que représente Bitcoin. Clairement, Donald Trump dit si on ne le fait pas, la Chine va le faire. Mm. Si on ne se positionne pas là-dessus, on va se faire dépasser. Pareil pour l'intelligence artificielle, pareil pour les GAFAM. En fait, en gros, les États-Unis vont être en phare de lance des nouvelles technologies. Exactement. Ça, c'est un enjeu. Et évidemment, il va être copié par d'autres économies qui, eux aussi, vont prendre leur part. Mais Bitcoin permet aussi de résoudre un autre problème. Tu as parlé de l'Argentine, mais on peut parler donc du Salvador, on peut parler de l'Iran, il y a 2-3 jours. Et en fait, Bitcoin sert aussi à potentiellement contourner l'extraterritorialité du droit américain, qui permet potentiellement de compenser la surinflation de certaines monnaies. Et donc, des économies émergentes peuvent voir dans Bitcoin un moyen d'émancipation. Et donc, quand tu accumules les États qui vont le faire pour des raisons économiques, financières, géopolitiques, et ceux qui vont le faire dans quête de souveraineté pour voilà, contourner les sanctions, éviter l'inflation due au dollar, ou même simplement faire comme Salvador, hein, c'est-à-dire rembourser une partie de sa dette grâce à Bitcoin, en fait, tu te rends compte que ça englobe quasiment tous les pays du monde. Mm. Ça, c'était pour tout sauf la France. Et en fait, déjà, je pense qu'il ne faut pas forcément voir la France toute seule parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune souveraineté ou alors un degré limite parce que la souveraineté, c'est le pouvoir de pouvoir. À partir du moment où tu ne peux pas décider, tu n'as pas de souveraineté. Bien sûr. Alors, moi, je n'ai pas entendu parler de ce fonds souverain pour acheter du Bitcoin. J'en ai pas entendu parler. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que... Je te dirais oui. Vas-y, fini. Comme j'en ai pas entendu parler, je ne peux pas t'en parler. En revanche, ce que je sais, c'est que de mon point de vue, on a encore de la marche, on a encore du chemin à faire. Pourquoi? Parce que soit c'est décidé par le haut, parce que ce sont des présidents, on va dire un peu. Tu vois, tu parlais de libéral. On va garder ce terme-là, mais certains diraient des présidents un peu populistes, voire même des présidents fermes. Bon, voilà, je ne vais pas dire des dictatures, mais des pays forts, qui eux vont décider sans demander l'avis de la population, ils s'en tapent. Et ils le font dans le bien du pays ou pour leur bien, bref, je ne rentre pas dans ces considérations. Soit ça vient d'en bas, comme pour le coup aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu une vraie envie, un vrai enjeu électoral, et donc Trump, il a voulu satisfaire cette partie de la population, et il l'a fait, et en plus derrière, il a des convictions, mais il a été soutenu par sa base, par son industrie, par les grosses boîtes crypto aux États-Unis. Enfin, il y a un écosystème fort qui pousse le politique à prendre des décisions. En France, on est loin d'être là. Même si on dit qu'on a 12% de personnes en France qui ont des cryptos, la réalité, c'est que ce n'est pas du tout, pour l'instant, en tout cas, un enjeu politique. La preuve, regarde toutes les dernières élections, personne ne parle de crypto.
Si, le Parti Pirate, il a Oui. fait 0,0%. Zemmour, il est parti chez Ledger, mais ça a pesé que dalle dans l'élection, évidemment. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien. Donc, dès lors que pour moi, hein, les politiciens, leur objectif, c'est de se faire élire. En plus, nous, on a l'euro. Donc, comme on a une monnaie commune, bah, on ne fait pas du tout ce qu'on veut. Et puis, dernier élément, et on va revenir peut-être tout à l'heure si tu veux parler réglementation européenne, c'est qu'en Europe, on a un projet qui s'appelle l'euro numérique, qui va consister à utiliser la blockchain, mais que pour les avantages des puissants Ouais, bien et sûr. pas. Et donc, avec la concurrence de cet euro numérique, je pense qu'on ne va pas voir un développement énorme de la part des stablecoins. Je pense que les crypto-monnaies vont continuer d'être mal perçues par les médias mainstream, par même les politiciens qui soit comprennent pas, soit ne veulent pas comprendre. Et donc, le jour où ça devient un enjeu politique, je pense que ça va être compliqué. Et donc, je suis pas très bullish là-dessus, quoi. Ok. Alors, juste pour t'expliquer pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que on est déjà venu me voir pour me demander de soutenir voilà, des pétitions, ce genre de choses, pour créer un fonds souverain via, par exemple, la BPI pour acheter justement du Bitcoin en Alors, France. Donc, c'est pour ça. alors, bon, la BPI, je crois pas qu'elle peut faire un fonds souverain. La BPI, son boulot, c'est d'aider au financement des entreprises. Je suis bon, mais en revanche, là où tu as raison, et là c'est intéressant, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Il y a Oui. une pétition sur le site de l'Assemblée nationale Mhm. pour créer une réserve stratégique en Bitcoin. Mhm. Maintenant, attention. Pour que la pétition soit soumise à l'Assemblée, il faut 100 000 votes. 100 000 votes. Il y en a 500. Oui, oui, non mais, oui, Non, non, bien sûr. mais pour l'instant, il y a 500 ou 600 votes. J'en ai parlé la semaine dernière et bon, après, on ne sait pas. Peut-être ça va être énorme. Mais quand bien même, demain, ça devient une pétition, encore faut-il qu'on ait une majorité au Parlement pour voter ça. Avec derrière les problèmes de le gouvernement qui n'est pas stable, etc., etc. Et puis je ne vois pas, mais c'est un vrai sujet, hein, j'en parle avec certains politiciens, je ne vois pas pour l'instant de personnalité politique Mhm. qui a un poids, même minimum, hein, qui a une conscience de l'intérêt de Bitcoin et des crypto-monnaies. Honnêtement, je n'en vois pas. Donc c'est pour ça que je ne suis pas bullish, mais Oui, j'ai oui, entendu oui, parler bien de sûr. cette pétition, Ok. effectivement. Bah, c'est vrai que, enfin, juste pour ramener rapidement nous dans le cadre de ce qu'on fait avec l'éducation financière en général, c'est là où je pense qu'il y a du travail à faire, mais que ce soit pour, on va dire, la crypto, mais pas que la crypto. Et je pense que c'est un lien de toute façon, on va dire, l'éducation financière des personnes en France et notre avancée en termes d'investissement, que ce soit, peu importe, crypto, bourse, voilà. Mais je Mais pense qu'il y a un... je vais aller dans ton sens complètement. On a une différence d'éducation financière, par exemple, avec les États-Unis. Mhm. Mais en fait, d'où elle vient cette différence? Moi, je vais te la donner, la raison. C'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de retraite par répartition. Aux Exactement. États-Unis, tu dois constituer ta retraite toi-même en investissant dans des fonds de pension, etc. Et donc, le mec, quand il a 20-25 ans, il commence à bosser. Eh ben, il doit commencer à se dire, OK, où est-ce que je vais placer mon argent pour Exactement. m'assurer ma retraite? Et Mhm. donc là, il va s'intéresser aux actions, aux obligations, aux produits structurés, aux hedge funds, à tous ces produits financiers. Et donc, l'éducation financière, il n'a pas le choix de se la faire. Nous, en France, On a une retraite par répartition, pardon. ah ouais. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être ouvrir une assurance vie, mais en vrai, on se casse pas la tête, tu vois, on prend ce qu'on nous dit, et puis dès que ça devient compliqué avec OPCVM, SICAV, FCP, tout ça, oh là là, mettez-moi en profil équilibré, voilà, Ouais, faites ça, et puis voilà. Et en fait, on n'a pas besoin de s'éduquer financièrement. En revanche, les choses changent, exactement. notamment avec la nouvelle génération, en quête d'émancipation, de liberté financière, c'est comme ça qu'on appelle ça, avec les nouvelles applications de trading, avec la notoriété des crypto-monnaies, mais aussi des actions avec Mhm. Robinhood, etc. Donc ça évolue. Mais de là à ce que ça devienne un enjeu de société pour Bitcoin, Ah oui, qui est oui, un non, actif, non, non, encore loin, voilà. évidemment. Mais tu as raison. Évidemment que vos initiatives et toutes les autres, évidemment, elles ont un impact qui est hyper intéressant. Évidemment. Ouais. Mais surtout, voilà, comme tu dis, avant, c'était pas forcément nécessaire, mais aujourd'hui, on a de toute façon une retraite qui est de, enfin, pour nous, notre génération, et même, bon, voilà, pour les gens qui sont dans le salarié classique, qui vont être diminués au fil du temps, voire repoussés.
Et donc, forcément, il y a un moment donné où il va falloir faire cette transition, où si on n'éduque pas les gens financièrement, il va y avoir quelque chose, en tout cas, mais que ce soit nous ou d'autres, hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup les initiatives de, par exemple, quelqu'un comme Mounir de Finari, qui évangélise un peu cette notion, parce que aujourd'hui, voilà, on en est conscient qu'il y a quelque chose, en tout cas, à faire là-dessus. Mais en tout cas, je suis d'accord que pour Bitcoin, c'est un autre niveau encore, mais je voulais juste... Et ça, eux, ils ont 40 ans d'éducation financière ou 50 ans ou 100 ans, tu vois. Maintenant, clairement, je pense qu'il y a un travail à faire de prise de conscience, mais je pense que ça doit passer par l'école, Mm. ça doit passer par le travail, et puis surtout, il faut à un moment donné démystifier la blockchain. La blockchain, c'est juste un séquençage de bases de données, et finalement, Bitcoin, c'est juste celui qui a donné de l'utilité à la blockchain. Donc ça, déjà, quand tu commences à comprendre ça, après, il faut rentrer dans le code pour dire qu'en fait, Bitcoin, c'est pas une escroquerie, c'est pas un Ponzi. Bref, tout ça, ça prend du temps. Exactement. Mais bon, on est sur la bonne voie. De toute façon, on peut pas faire pire qu'hier, hein. Donc, Bien sûr. Et j'aimerais juste que tu as parlé d'un sujet tout à l'heure que je trouve pertinent juste à recontextualiser. Tu as parlé des CBDC. Est-ce que ouais. pour quelqu'un qui ne comprendrait pas forcément réexpliquer toute la CBDC, mais expliquer c'est quoi en fait les dangers de la CBDC? Parce que d'un point de vue extérieur, on peut se dire super, c'est une blockchain, on va pouvoir avoir tout centralisé, toutes nos transactions, mais pourquoi ça peut poser vraiment problème? Alors Donc, déjà, tu orientes ta question parce que imagine, je oui, suis un oui, fan de oui, CBDC. pardon, excuse-moi. Non, en l'occurrence, ça va. Tu t'es pas trompé. Mais d'abord, oui, pour expliquer ce que c'est très rapidement, CBDC, c'est monnaie numérique de banque centrale. Mhm. Donc en anglais, ça fait CBDC, Central Bank, je sais pas quoi, bref. Le concept, c'est quoi? C'est que nous, aujourd'hui, qui émet la monnaie en Europe? C'est la Banque Centrale Européenne. C'est elle qui crée la monnaie. Bon. L'idée, c'est qu'ils ont entendu parler de la blockchain il y a quelques années et ils se sont dit, tiens, on va essayer on aime bien l'idée. Donc, en fait, on va l'utiliser. Et en fait, il y a un truc que détestent ceux qui nous dirigent, c'est la liberté. Et en fait, le cash, le billet de banque, c'est la liberté. Parce qu'en fait, on ne sait pas exactement d'où il vient, on ne sait pas exactement là où il va, on ne peut pas tracer tes transactions. Donc, en fait, le cash, c'est pas ouf pour eux parce que ça mène du blanchiment d'argent, financement du terrorisme potentiellement. Ça, c'est dans leur logique, hein. Ça mène potentiellement aussi à ne pas compter sur les banques. Or, le lobby bancaire aux États-Unis, il est surpuissant. Et du cash, c'est quelque chose qui sort du système bancaire. Donc, il faut trouver une alternative au cash. Et donc, l'alternative au cash, de leur point de vue, c'est de faire un cash numérique. Alors, nous chez Bitcoin, entre guillemets, on aime bien le concept parce que Bitcoin, il est présenté dans le white paper de Satoshi Nakamoto, le document qui présente Bitcoin en 2008, comme le cash numérique. Bon. Sauf que eux, ils vont pas faire le côté pseudonyme, complètement décentralisé, etc. Ils vont faire un cash numérique sur la blockchain, donc complètement traçable, sécurisé, tous les avantages, il n'y a pas de problème. Mais voilà, alors, il faut comprendre deux choses. Déjà, et ça c'est hyper important, les gens ne savent pas, je crois, pas beaucoup en tout cas, c'est que ça ne va pas être l'euro que vous détenez sur votre banque commerciale ou sur votre compte bancaire ou votre billet qu'on va mettre sur la blockchain. Ce n'est pas le même euro. C'est une nouvelle infrastructure de monnaie. C'est comme si on allait sortir une nouvelle monnaie qui, elle, sera sur la blockchain et qui vivra en parallèle de l'euro classique. Le premier risque, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil de création monétaire, c'est la planche à billets de la BCE. Exactement. Ouais. Demain, on aura un deuxième. L'émetteur de l'euro numérique pourra créer des euros sur la blockchain. Donc, on a 2 fois plus potentiellement de création monétaire. Premier élément. Et ça, on sait très bien, le problème de l'inflation monétaire, c'est que plus tu crées de la monnaie, moins la monnaie a de valeur. Bref, je ne vous fais pas un cours d'économie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, quand tu as des euros sur ta banque, la seule personne qui a accès à tes transactions, c'est ta banque. C'est déjà beaucoup, hein, oui. Mais c'est ta banque. Si l'État ou la justice veut y avoir accès, elle doit faire une demande ponctuelle. Ou alors, il y a un signalement, s'il y a un mouvement inhabituel, qui fait un signalement chez Tracfin. Ce que je veux dire, c'est que c'est des contrôles qui sont ponctuels. Typiquement, si tu as une utilisation classique de ton argent,
Il y aura que ta banque qui aura accès, elle regardera peut-être même pas, parce qu'elle n'a pas le temps, et basta. L'euro numérique, c'est différent. Puisque là, celui qui a accès à ton argent, c'est le gouvernant. C'est potentiellement la Commission européenne qui, je rappelle, est non élue. Mhm. Et donc là, pour le coup, clairement, on peut tracer tout ce que tu fais, de la création de cet euro numérique jusqu'à là où il est aujourd'hui, par où il est passé. Et on peut savoir tout ce que tu fais. Et là, ce n'est pas une banque commerciale qui va potentiellement vendre les données pour faire de la pub. Ça, c'est chiant, mais ça va. Là, ça va être maintenant des États ou des groupes d'États avec des intérêts potentiellement plus fallacieux et plus dangereux. Ça, c'est le deuxième problème de l'euro numérique. Le troisième problème de l'euro numérique, c'est qu'en plus, on ne règle pas le problème que se pose aujourd'hui avec l'euro. L'euro, aujourd'hui, il est surévalué, il est baqué sur le marque allemand, donc il est surévalué par rapport à la monnaie en France. Il pose des gros problèmes de compétitivité, d'exportation, etc. Et là où il y aurait un travail à faire sur l'euro, soit sortir de l'euro, soit décider de faire un euro dans des pays qui se ressemblent un peu plus. Bref, il y aurait des changements à faire, tu vois, sur l'euro. Mais en fait, non. En fait, on veut régler les problèmes de l'euro avec plus d'euros. Et donc, pour moi, c'est une course en avant vers une perte de souveraineté encore plus importante, des problématiques économiques qui vont s'accumuler de façon colossale. Et voilà. Donc, en fait, en gros, il n'y a rien de bien dans cette monnaie numérique de banque centrale, à part, pour ceux qui l'émettent, de pouvoir nous contrôler, maîtriser encore plus la création monétaire et continuer à faire ce qu'ils veulent avec notre argent, potentiellement. Ok, très, très bonne explication. Moi, le petit point que j'aime bien pour imager ça, c'est demain, un État, il pourrait exactement savoir, je sais pas, si tu dépenses, je sais pas, même 5 euros, 10 euros dans, je vais dire n'importe quoi, mais dans de la viande, par exemple, et s'il a envie de dire que toutes les dépenses qui sont liées à de la consommation de CO2 indirectement vont vous faire, entre guillemets, vont avoir une mauvaise, on va vous mettre un scoring mauvais parce que vous dépensez ça, et derrière on peut vous empêcher, voilà, je sais pas, de prendre un avion, ce genre. On peut imaginer toutes sortes de choses, mais on peut imaginer qu'en fait, en un clic, aujourd'hui, si on a une blockchain, on peut tout avoir, en fait, toutes les données qu'on veut, et on peut prendre des décisions. Ce que tu dis existe, c'est le crédit social en Chine. Exactement, oui. Donc, En fait, tes dépenses déterminent un score, un crédit social, qui soit est positif, soit est négatif, et qui derrière va influer la capacité à pouvoir emprunter de l'argent, la capacité à postuler à un emploi, la capacité à mener ta vie au quotidien. Donc, ce que tu dis existe, et c'est effectivement le risque ultime, entre guillemets, bien sûr. Ok, bon, on va juste changer de sujet parce que là, c'est vrai que le temps, il est un peu passé. J'ai envie de parler, du coup, un peu plus du bull run, entre guillemets, mais plus des projets dans le bull run. Et je sais, c'est aussi lié un peu à ton actualité, puisque j'ai vu que tu as reçu le CMO de Multiversix, voilà, ce matin. Et j'avais envie un peu de te poser une question dessus. Pas forcément, voilà, est-ce que tu es bullish ou pas sur Elrond, mais plus pour savoir, toi qui as connu Elrond depuis le début, aujourd'hui, c'est c'est quoi globalement ton constat que tu as fait dessus en termes de technique, en termes de, voilà, de communauté, parce que j'imagine qu'elle a beaucoup changé depuis. Voilà, un petit rapide point là-dessus, ça pourrait être intéressant. Bien sûr. Bien sûr. Effectivement, ça fait un petit bout de temps que j'y suis. J'ai quasiment tout vécu sur place, hein. On a vécu une NFT season de malade qui s'est effondrée. On a vécu l'arrivée de la DeFi. Il n'y avait pas de DeFi il y a un an et demi. Grâce à Atom, aujourd'hui, on a enfin un protocole de lending and borrowing. Et puis, on a eu aussi une meme coin season là, qui est en cours. Il y a quelques meme coins pour essayer de surfer un peu sur les narratifs. Donc, au niveau de l'écosystème, il y a des protocoles, il y a de quoi faire, il y a des projets RWA porteurs. Franchement, c'est cool. Et surtout, les fondateurs de ces projets-là sont des gens adorables. Il y en a pas mal qui sont français d'ailleurs. Ils sont très accessibles et c'est des vrais entrepreneurs. Et donc, sur cette partie-là, honnêtement, c'est très cool et ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis resté. Ok. Beaucoup sont des amis en plus, etc. Ça, c'est sur la partie écosystème. Les limites de l'écosystème Multiversix aujourd'hui, c'est clairement l'interopérabilité. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas de lien entre Multiversix et les autres blockchains. Et on fait passer par des bridges. Les bridges sont limités en liquidité. Et donc, c'est compliqué de faire venir des gens de l'extérieur. Ou alors, après, ils ne peuvent pas partir comme ils veulent. Et après, enfin voilà. Donc, ça, pour le coup, ils sont en train de bosser notamment avec Layer 0
Ok. Layer 0 et Axelar, qui sont des layers d'interopérabilité qui vont permettre plus facilement d'arriver, de partir, de revenir sur la blockchain quand tu viens d'une blockchain en EVM ou de Solana ou ce genre de choses. C'est l'un des principaux problèmes de la blockchain. Après, sur la technologie, clairement, Elrond, c'est une boîte d'ingénieurs. Hein. Oui. Alors, certes, ils ont réussi à faire un très beau marketing à l'époque de Elrond, avec des grosses campagnes avec Asher. Donc, pour le coup, ça avait bien marché. Ils étaient très bons à l'époque. Et puis, c'est vrai qu'entre-temps, bon, moi, je te cache pas, mais tout le monde le sait dans la communauté, qu'ils ont fait quand même quelques bourdes. Hein. Bon. Au niveau marketing, ils ont changé de nom déjà. Ils s'appellent Multiversix. Je t'avoue que bon, c'est dur à dire, c'est dur à retenir. Toute la notoriété qu'ils avaient gagnée avec Elrond, ils l'ont perdu. Hein. Il a fallu, et pour le coup, il y a encore du taf à faire là-dessus. Sur la partie marketing, ils ont levé que 5 millions, hein, les gars. Donc ça aussi, quand tu as des blockchains qui ont levé 300, 400, 500 millions comme Solana, Sui, Aptos, etc., Elrond a levé 5 millions. Oui, tu vois peut-être un peu plus avec la seed, ils ont peut-être levé 6 millions, mais tu as compris, c'est que dalle. Vivre 3 ans de bear market avec 200 collaborateurs qui bossent, etc. Bon, donc ils ne peuvent pas forcément aussi se payer les mêmes campagnes de com et de marketing, ça c'est vrai, mais il y a eu aussi des erreurs. Voilà. C'est un peu les deux. Bon. Après, au niveau technologique, ils ont une innovation qu'ils ont annoncée en grande pompe il y a 1 an, qui s'appelle les Sovereign Chain, qui doit permettre à n'importe qui de pouvoir créer sa blockchain très facilement, comme sur Cosmos, et de pouvoir la customiser, de la rendre interopérable. Donc ça, c'est un truc qu'on attend beaucoup. Pas de bol, on a appris hier que c'était repoussé dans presque 1 an. Quoi. Ouais, ok. Donc là, ça vaut coup dur un peu. Pas ouf. Ok. Et puis à part ça, moi, c'est une blockchain de cœur pour moi. J'y suis pour les hommes, pour la communauté. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de potentiel, de prix, vous voulez qu'on en parle en 2 secondes, ça va vite. Hein. L'ATH de EGLD, c'est $544. Bon, alors certes, entre-temps, il y a eu de l'inflation, le token a été libéré. Donc, pour retrouver l'ATH en valeur, il faudrait qu'il atteigne $360 à peu près. Aujourd'hui, on est à 45, 46, un truc. On a touché les 55 un peu pendant le pump, là. Ouais, voilà. Mais là, je crois qu'on est à 45, 46, j'en sais rien. Bon. Le minimum qu'on a atteint pendant le bear, là, c'est $22. Donc, on a fait x2 à peu près par rapport au bottom. Donc, certains se disent, sur un coup de bol, s'il revient à la TH, ça fait un petit x10. D'autres se disent, mais bon, à l'époque où ils ont fait un ATH, ils avaient lâché 1,3 milliard de dollars avec le MEX. Ça, c'est pas une cartouche que tu peux rejouer 2 fois. Quoi. Exactement. Bon. Les gars, de toute façon, Multiversix, voilà, pour résumer, si vous voulez de la tech, parce qu'ils ont des avantages technologiques exceptionnels, c'est la seule blockchain qui est en full sharding. En gros, ils shardent tout. Et ils shardent la blockchain, ils shardent l'exécution, ils shardent la data, ils shardent tout. C'est les seuls à avoir fait ça. D'autres s'en inspirent, mais ils n'y sont pas. Ils ont un standard de token qui est exceptionnel. Aujourd'hui, quand tu interagis avec un token sur Ethereum, tu n'interagis pas avec un token, tu interagis avec un smart contract. Et dans le smart contract, il suffit qu'il y ait une condition genre siphonner le wallet, tu peux perdre toutes tes cryptos. Sur Multiversix, ce n'est pas possible. Il y a un standard qui s'appelle l'ESDT qui fait que quand tu interagis avec un token, la seule chose que tu peux faire, c'est ce pourquoi tu as signé, l'acheter, le vendre, et donc tu n'as pas de formule cachée à l'intérieur, tu vois. Donc ça, en termes de sécurité, c'est exceptionnel. Donc en fait, la tech, elle est cool, les ingénieurs sont géniaux, tout est top, l'écosystème est sympa, il est bienveillant, vraiment, il est non, cool. Je suis d'accord pour la... Plein d'avantages, mais c'est vrai qu'en termes de business développement, de marketing, la concurrence, elle est tellement forte avec des layers qui ont levé des centaines de millions de dollars et qui sont aux États-Unis. Parce que nous, attention, Elrond, c'est en Roumanie, avec essentiellement européen. Donc, le marché n'est pas le même non plus. Mais on a un nouveau CMO qui a des relations assez fortes avec le taulier de Cardano, avec Algorand, avec Sui, et qui va essayer de mettre, c'est ça son objectif, le résumé de l'interview de ce matin en 2 secondes, son objectif à lui, c'est d'arriver à mettre Multiversix à la table des grands. Ouais, ok. Dans un process pro-crypto à la Trump, quoi. Genre, en gros, on essaye de créer un espèce de G20 de la crypto avec les 20 plus gros projets. Il faut que Multiversix fasse partie de la table. C'est son objectif. Et si on y arrive, on va pouvoir peut-être profiter, en fait, du truc. Ouais, bien sûr.
Surtout que c'est la Voilà. période pour en profiter, en tout cas, qui peut aider. Ok, super intéressant. Et dans les dernières questions que j'avais à te poser, c'est pour parler aussi d'autres projets. Toi, c'est quoi le projet aujourd'hui qui t'anime, que ça soit un projet vraiment hors crypto, mais ça peut être, enfin quand je dis hors crypto, pardon, c'est hors et qui n'a pas forcément de token, ou alors un projet vraiment, voilà, une blockchain qui t'attire particulièrement, sur lequel tu es particulièrement placé, où tu t'intéresses à ce qui se passe. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est juste pour savoir un peu, c'est toujours sympa d'avoir des nouveaux projets hein, et de s'intéresser. Je suis le plus mauvais client pour répondre à cette question. Ok, Parce qu'en fait, je m'intéresse ok, à tout ce que j'ai le temps de m'intéresser. On peut parler de Solana, on peut parler de plein de blockchains. Là, la nouvelle blockchain de Pudgy Penguin Abstract qui a un potentiel ouais, intéressant sur les NFT. Solana voilà, qui arrive à non pas seulement surfer sur les narratifs, mais à les créer et à les exploser. On peut parler de Base aussi, qui en termes ouais, d'abstraction wallet et d'adoption est juste exceptionnel. En vrai, je vais pas pouvoir te ok, ok, répondre. Tu vois, parce qu'en fait, en gros, je m'intéresse à tellement de trucs. Et en plus, comme je suis un trader nul, voilà. Mais vraiment, genre, moi, j'achète au top et je vends pas. ok, Donc, tu vois, vraiment le pire. Mais en fait, il y a tellement d'écosystèmes qui sont passionnants, mais en termes vraiment de développement, de marketing, de tout ça, qu'en vrai, il n'y en a pas un où je suis à fond dessus, je suis bullish et j'ai mis tout mon bac dessus. Ou ok, voilà. Non, ok. je Ok, et juste en termes plus, sans parler de projet, mais de narrative qui t'intéresse, parce que moi je sais que particulièrement je suis plus touché par la narrative RWA, mais je trouve on n'a pas encore une super manière de s'exposer. Moi, par exemple, je m'expose à Realty OK. parce que voilà, j'adore le projet Realty, je trouve que c'est une super utilisation de la tokenisation, voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une super idée qu'on peut pousser dans les prochaines années, mais qu'on n'a pas encore assez de projets concrets qui nous permettent en fait de profiter de cette tokenisation. Du coup, voilà, moi par exemple, c'est ça. Peut-être toi, c'est du coup l'autorisation, peut-être le Dépine, peut-être l'IA, je sais pas. Quelque chose qui pourrait toi plus t'intéresser. Les RWA, c'est intéressant. Donc, la tokenisation des actifs réels. Mhm. Il y a des applications dans toutes les industries. Ça peut être l'immobilier, ça peut être les titres financiers, ça peut être la data, ça peut être énormément de choses. Donc ça, oui. Alors pour moi, je pense qu'on ne verra pas l'explosion de ça tout de suite. Ouais, bien Je sûr, je suis pense que d'accord. ça va prendre 5-10 ans Mm. avant qu'il y ait des gros acteurs réels qui s'en emparent. Mais oui, en tout cas, la techno, elle est top. Hein, il y a pas de sujet. Il y a un potentiel qui est colossal, puisque moi, je pense qu'à terme, tout ce qui est transférable ou tout ce qui a de la valeur sera tokenisé. Tu vois. Donc, pour le coup, j'ai pas de C'est, problème par rapport à je ça. suis assez d'accord avec ça, ouais. Après, au niveau des autres narratives, bah, j'ai envie de te dire, chaque semaine une narrative. Là, dernièrement, on a beaucoup parlé des agents IA sur la blockchain. Ouais. Moi, je pense que c'est pareil. Il y a une hype et je pense qu'il y a un besoin, il y a une demande. Mais en fait, il y a une hype. Ensuite, tout va Oui, s'effondrer. Il va y avoir une purification du marché jusqu'au jour où un énorme acteur va se positionner de la bonne façon. Il y a les NFT. Les NFT, moi, je crois que c'est pas mort. Le fait d'avoir une identité digitale, le fait de pouvoir tokeniser de façon unique, que ce soit du ticketing, de la supply chain, ouais, tous bien ces sûr. éléments-là qui ont des enjeux dans l'industrie, c'est hyper intéressant. Mais si tu veux, si je dois te donner la meilleure application de la blockchain dans les années à venir, je pense que c'est plutôt tout ce qui est lié à la finance décentralisée, Ok. l'inclusion financière. Typiquement, on va parler dans les pays émergents, de pouvoir voilà, faire des microcrédits, faire des paiements en crypto, Ouais. voilà. Ça j'y crois à mort. La tokenisation aussi des produits financiers, les ETF tokenisés. Et d'ailleurs, il y a des boîtes comme Goldman Sachs qui ont lancé des plateformes de tokenisation de titres financiers, tu vois. Et Mm. ça, je pense que c'est cool parce que ça apporte deux avantages. Le premier, c'est la liquidité. L'avantage, c'est que les marchés financiers sont ouverts seulement, tu sais, dans les heures de Ouais, travail, tu vois. bien sûr. Alors que sur des tokens, bah, c'est liquide H24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est très intéressant. Et le deuxième, c'est l'accessibilité, parce que quand tu tokenises, bah, tu peux rentrer à partir de 1 $, tu vois, alors que Mm. la plupart des produits structurés un peu sympas, bah, tu as des tickets d'entrée qui sont quand même beaucoup plus importants. Donc, je pense qu'on va voir ça dans les mois et dans les années à venir, mais j'ai pas de projet à te donner parce que je pense que ça va être Ok, ouais. lancé
par des gros instituts, bien sûr. en partenariat certainement avec des protocoles. Mais voilà, moi je pense que c'est ça à court terme qu'on va voir venir. Mais je peux me tromper, hein. Peut-être dans un an, cette interview, on se foutra de ma gueule, mais voilà. Non, mais sur un tout petit point sur lequel j'aimerais bien rebondir, c'est juste ce que tu as dit sur en fait la tokenisation des titres financiers. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de, là, on va vendre des cryptos, parce que si on surfe sur le cycle, est-ce qu'on a envie de s'exposer à d'autres choses que la crypto-monnaie? Si on peut, alors aujourd'hui, on peut, via des protocoles comme SNX, comme acheter voilà, on va dire, j'ai envie de m'exposer au S&P 500, mais j'ai pas envie forcément de sortir ma crypto de l'écosystème. Il faut plus d'acteurs comme ça, je pense, pour pouvoir justement tout, en fait, Non, mais même, exactement. même l'or. Oui, l'or avec le Pax, oui, oui, bien sûr. Mais c'est. L'or, tu peux t'exposer à des indices, tu peux Ouais. t'exposer à des ETF, à des ETN, à des ETC. Enfin, potentiellement, tout est tokenisable. Donc, moi, je crois que effectivement, c'est un potentiel intéressant. Il y a des protocoles qui proposent ça. Après, il faut bien vérifier quand même la sécurité. Est-ce que c'est audité? Est-ce que vraiment ils détiennent le truc ou est-ce que c'est juste un miroir? Enfin, voilà. Faire attention. Mais voilà, moi, ça, j'y crois à mort. La diversification financière passera par la blockchain aussi et pas que par les cryptos, quoi. Ok. Et donc, du coup, dernière question, parce que évidemment que nous, on parle aussi de prendre un peu, on va dire, des profits sur sur le Ah oui, cycle bull run. ah oui. Voilà. Du coup, la question, c'est est-ce que tu as déjà pris des profits? Sans dire, peu importe, hein, mais juste, est-ce que, on va dire, voilà, est-ce que tu surfes le bull run? Est-ce que voilà, t'es Tu investi, m'as tu vu prends le des deck, comment profits? elle est bien garnie. Évidemment que j'ai pris des profits. Non, mais voilà, Ah, est-ce mais que c'est important, tu vois, d'en parler parce il faut vraiment dire aux gens. évidemment. Mais j'ai fait récemment un numéro sur comment bien préparer son bull run. Et évidemment que c'est très important de préparer. En fait, c'est important de préparer sa sortie de bull run. Hmm. C'est ça le plus important. Rentrer dans un bull run, c'est facile. Oui, Mais bah, préparer sa sortie, c'est hyper difficile. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut une vraie discipline, une vraie stratégie, fixer des ordres de vente à des moments et ne pas re-rentrer à chaque fois. Parce que souvent, tu prends des profits, et après tu remets dans un autre coin ouais, et puis tu fais sans ouais, cesse ce qu'on appelle de la cavalerie. Et le dernier sur lequel tu investis, bah, c'est là où le verre arrive et au final, bah, t'es keblo. Donc déjà, oui, prenez évidemment des profits. N'ayez pas d'empathie avec les projets. En mode, ouais, mais j'ose pas. Et n'ayez pas peur de vous-même. En mode, ouais, mais ouais, attends, si je prends maintenant, peut-être que je peux gagner plus. On regrette jamais d'avoir pris des profits. ouais. Donc, sur tout ça, je pense qu'on est clair là-dessus. Moi, personnellement, oui. En fait, j'ai eu de la chance. Si tu veux une anecdote, je t'ai dit que j'étais un des pires traders du monde. Oui, tu m'as dit, ouais. Le plus gros profit que j'ai fait, c'est sur Luna. Ah, donc au J'ai final. acheté, j'ai acheté à. Non, non, mais enfin, j'ai aucun mérite, hein. Oui, oui, J'ai acheté à 1 $. ouais, Et en fait, à l'époque, je m'intéressais pas au protocole. Terra Luna, l'UST, je m'en battais les couilles complet. ouais. J'ai acheté à 1 $. J'ai suivi un influenceur. Enfin, vraiment, vraiment aucun mérite. J'ai acheté à 1 $, je l'ai vu monter à 113, 114, et moi je l'ai vendu par palier, mais sans aucun affect. Je m'en tapais complet. Ouais. Je savais même pas le projet derrière. J'ai fait mes ventes et j'ai vendu en moyenne entre 80 et 100 $. Ah oui, ouais, donc beau Donc, multiplicateur. euh, et donc, en vrai, oui, j'ai fait quelques profits. Après, attention, hein, j'ai aussi des pertes colossales sur Oui. les NFT. J'ai fait du levier, j'ai perdu 7 000 $ en 1 seconde un jour. Bon, Ah, bien sûr. mais j'ai pris des profits. Alors, pour ce bull run-là, c'est ça ta question, est-ce que là, j'ai commencé déjà à prendre des profits? Mhm. Non. Ok. Non, parce que je crois que moi, ce que je vois, mais ça c'est intéressant parce que c'est une prédiction qui va peut-être se retourner contre moi, mais allez, viens, on prend Allez, un peu allez, de allez. risque. Moi, je crois qu'on va avoir une énorme correction au moment de l'élection de Donald Trump. Ok. Tu connais le concept du sell the news. Oui, bien sûr. Bon. Donc en fait, je pense que là, il y a eu un boule énorme. Mais dès qu'il va être élu, bah, les gens vont prendre des profits malades parce qu'on s'attend à ce que ce soit l'inverse, tu vois. Et après, dans les mois à venir, à ce moment-là, je pense qu'on va repartir vers une deuxième phase de bull run. Et là, à ce moment-là, ça peut être colossal. Donc pour moi, c'est encore un peu tôt, mais on peut commencer là bientôt. En Ok. janvier, ça va être le bon moment. Et après, il va falloir avoir énormément de stablecoins Ouais. si on a envie vraiment de profiter au max pour pouvoir racheter lors des corrections. Typiquement, il y a 2 jours, on a eu un moins 20% sur les cryptos.
Ouais, je... Je suis content, j'avais pas mal de stables que j'avais mis de côté en attendant des corrections de ce type-là. Et je suis content, j'ai acheté des cryptos que je pensais plus pouvoir acheter à ce prix-là, tu vois. Ouais, Donc ok. voilà, mais encore une fois, c'est très risqué, c'est très volatile, ça doit être de l'argent qu'on est prêt à perdre, Hmm, mais il y a moyen de faire des trucs sympas. ok. Non, mais c'était intéressant d'avoir ton avis parce qu'on a fait un live la semaine dernière où chacun expliquait sa stratégie de sortie. Donc aussi, ça va dépendre du temps qu'on est prêt à passer aussi devant les graphiques. Parce que ça dépend aussi. Moi, je conseille toujours voilà, d'avoir des targets de sortie on va dire fixes avec par exemple des trailing stops si on veut pour pouvoir optimiser la sortie. Mais voilà, des choses qui sont fixes, posées. En plus, c'est le moment de les poser en ce moment hein, parce que c'est le moment où ça bouge. Et après, voilà, si on a envie d'être un... On va dire, de toute façon, c'est risque-reward et il faut aussi être... faut en assumer Oui, les... et après, ça dépend aussi ce que vous faites, hein, ça dépend quel type d'actif. Hein. Si c'est Bitcoin, moi, je ne Ouais, suis pas dans une optique de trading avec Bitcoin. ouais, Moi, je bien suis sûr. dans une optique d'accumulation. Je m'en fous complètement de Ouais. l'acheter à 80, 90 000 parce que pour moi, il vaudra des millions en Oui, oui, quelques non, mais ça, années. je suis d'accord. Mais il y a d'autres cryptos, effectivement, sur lesquels, dès qu'on a fait un x2, x3, x4, il faut récupérer sa mise si on peut. Et quitte à garder un petit peu pour, au cas où ça explose et comme ça, on n'est pas sorti complètement du train, mais essayez de rembourser votre investissement le plus vite possible. C'est vraiment ça. Si vous voulez vraiment que Ouais. votre wallet il grossisse en valeur et pas juste en l'attend, ouais, effectivement, je pense que c'est plus prudent. Quoi. Parce que, et puis surtout, c'est jamais trop tard. Même dans un bull run, vous avez des fois des corrections de 20-30%. Et, Ça ne monte jamais de façon longiligne. Tous les back tests nous le démontrent. et tu vois, c'est pour ça que là, là, on a eu deux, on va dire, deux bonnes corrections là, sur les dernières semaines. Donc, une grosse qui a la mèche à 90. On a eu aussi qui n'a pas d'ailleurs touché trop les altcoins, alors que là, la dernière a touché bien les altcoins. Et c'est ce que j'attendais. Alors, je pense que c'est pas encore suffisant, comme tu dis. Moi aussi, je pense qu'il va y avoir une plus grosse correction que ça. Quand on regarde les derniers bull run, on a toujours eu des corrections qui font encore plus peur. Sachant que là, je pense que tu as vu, hein, mais on est déjà remonté aux 100 000 alors que voilà. Ouais, Donc, non, mais là, en l'espace de 2 jours, tu peux faire un 20% oui. sans problème, quoi. Donc c'est pour ça que faites attention Et aussi au après, levier. si vous êtes sur des actifs beaucoup plus volatiles, des small caps ou des meme coins, vous faites vraiment du trading. Là, pour le coup, on est quasiment sur du gambling, Oui, clairement. quasiment ça. Et donc, c'est comme au casino. Des fois, il faut être capable de partir avec ses gains. Parce que là, sinon, le risque de perte, il est évidemment beaucoup trop important. Sauf si c'est de l'argent que vous avez décidé de perdre et que vous vous dites, au pire, c'est pas grave. Mais personne, je crois, a de l'argent à perdre aujourd'hui. Tu Oui, vois, je pense que je pense. Très bien. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Jérém, pour cette interview. C'était très intéressant d'aborder plein de sujets différents. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de continuer sur cette lancée? ouais, écoute, moi, je vous souhaite à vous, en tout cas, de continuer et que ça se passe bien. Mm. Moi, de mon côté, l'année, bientôt les vacances. Là, une petite semaine de vacances entre Noël et Nouvel An sans émission. Ah, très Franchement, bien. ça va me faire du Ouais, bien. j'imagine. Après, l'année prochaine, des nouvelles émissions, des nouveaux formats, des nouveaux invités. Bien Et sûr. puis, et que du kiff, quoi. Que du kiff. Trop bien. Et ben, bonne continuation. Et de toute façon, on reste en contact. Allez, bah, Merci, bonne Tom. soirée à toi. Allez, salut. À Merci, toi. Jérém.